Alors effectivement, bon, c'est pas nouveau, j'enfonce une porte ouverte. On évolue dans un monde de plus en plus VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, de plus en plus polarisé, parfois extrême, très souvent contradictoire. Et finalement, il y a quelques mois, on parlait de New Normal à la sortie du Covid, je peux même dire quelques années maintenant. Aujourd'hui, on parle de Never Normal. Finalement, la norme, c'est qu'il n'y a plus de normes, il n'y a plus de stabilité, et que ce consommateur, il évolue en permanence dans un environnement changeant. Et il doit prendre des décisions au quotidien par rapport à des contraintes externes, qui sont celles, par exemple, de l'inflation, des mouvements sociaux, du changement climatique. Et donc, toutes ces contraintes ont un impact non négligeable sur sa vie et sur sa prise de décision. Du coup, ça nous amène dans un monde qui est vraiment sous pression, avec effectivement, en termes d'actualité, une inflation qui entraîne une déconsommation. Qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur de la grande distribution, qui a un modèle économique quand même basé sur des marges faibles, mais à gros volume, quand on parle de déconsommation? L'impact effectivement sur l'immobilier, avec l'augmentation des taux d'intérêt, donc une paralysie du marché, l'augmentation de l'énergie, et puis aussi un contexte international qui ne favorise pas la positivité. Et si on regarde un petit peu la Chine, c'est une chute des exportations de 15% en juillet. C'est effectivement des défauts de paiement, de mise en faillite des principaux promoteurs immobiliers. C'est l'entrée du pays en territoire déflationniste, et puis c'est un chômage massif des jeunes qui vient encore une fois renforcer ce monde sous pression. Ce monde sous pression, il favorise l'hyperpolarisation. L'hyperpolarisation entre les riches et les pauvres. Les inégalités ont toujours existé, elles s'accentuent. Et effectivement, là, on voit des images de produits de première nécessité qui sont sous-scellés dans les magasins. On l'a vu aux États-Unis et on le voit arriver en Europe. 90% des consommateurs déclarent réduire ou modifier leur habitude de consommation. Alors face à ça, il y a un certain nombre d'entreprises qui mettent en place des stratégies pour soutenir le pouvoir d'achat, et on va en voir un certain nombre qui vont venir témoigner pendant ces 2 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Des discounts avec des soldes silencieuses tout au long de l'année pour vraiment favoriser l'acte d'achat, le contrôle des coûts par exemple, et on a vu effectivement Carrefour qui a lancé un bouton anti-inflation pour accompagner le consommateur, les aides de l'État avec les remises sur le carburant ou encore le bouclier tarifaire. Le Buy Now, Pay Later, dont on parle déjà depuis quelques mois ou quelques années, il faut savoir que d'ici à 2026, ça représentera 40% du modèle d'achat des consommateurs. Et puis le paiement en plusieurs fois, notamment avec des acteurs comme Klarna, qui permet de pouvoir échelonner et accompagner le consommateur. Cette hyperpolarisation, on le trouve également entre les pros et les anti de la transition climatique. Même si on sait qu'il y a une urgence climatique, cette urgence climatique, elle est aussi confrontée à la réalité des consommateurs et des citoyens au quotidien. Et on a vu la crispation effectivement à Londres avec le fait que la taxe sur les véhicules ait été étendue plus largement. Donc effectivement, le prix pour avoir le droit de respirer un air propre, qui se situe entre 15 et 120 € par jour pour un citoyen qui doit utiliser sa voiture pour aller au travail, ça soulève un certain nombre de crispations. On l'a vu effectivement autour de l'eau en mai dernier, autour des méga-bassines. Encore une fois, les marques se positionnent. Un certain nombre effectivement d'acteurs prennent position pour des enjeux environnementaux en repensant leur modèle économique, en sortant de nouveaux services pour accompagner effectivement cette transition. Decathlon est un très bon cas avec le modèle par abonnement, la location seconde main, les produits évolutifs, BMW qui travaille à la construction d'une voiture 100% recyclable, des associations entre des marques, Bark Market et Castorama, pour récupérer des produits reconditionnés. C'est typiquement la création d'une marque sur le jean biodégradable, qui est l'un des vêtements les plus polluants du secteur de la mode. Et puis aussi en milieu industriel, puisque, et on l'a beaucoup vu à Vivatech, les déchets d'une entreprise peuvent aussi être les matières premières d'une autre. Donc vraiment favoriser la circularité jusqu'au bout. L'hyperpolarisation entre les pros et les antis de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, ça fascine autant que ça fait peur. Et effectivement, on est rentré dans une étape supplémentaire avec l'intelligence artificielle générative. Et on l'a vu, en 2 mois, 100 millions d'utilisateurs sur ChatGPT. C'est en mai dernier déjà une utilisation plus forte que LinkedIn ou encore Pinterest. Donc vraiment une fascination, une appropriation, une utilisation de ces outils. Et face à ça, on a le mouvement à Hollywood des scénaristes qui vient d'ailleurs de trouver un accord après plusieurs mois de grève, et puis aussi la volonté de promouvoir sur les réseaux sociaux le Made by Human,
pour voilà, vraiment aller contredire cette intelligence artificielle générative. Donc un consommateur qui est de plus en plus paradoxal, on l'a vu, 60% des consommateurs affirment que leurs priorités évoluent constamment en raison de bouleversements mondiaux actuels. Les marques avaient d'abord une approche product-centrique pour ensuite aller sur du client-centrique. Le vrai sujet aujourd'hui, et Emmanuel en parlera cet après-midi, c'est le live-centrique, c'est-à-dire comment vous, en tant que marque, vous prenez en considération l'environnement du consommateur, ce consommateur qui est multiforme, complexe, paradoxal, et qui doit prendre des décisions au quotidien qui, d'un jour à l'autre, peuvent être changeantes ou contradictoires parce que le contexte est spécifique. Alors, on vient de parler de ce consommateur, mais on peut aussi parler du collaborateur. Et effectivement, tout le sujet du désenchantement croissant face au travail, et notamment de la nouvelle génération, cette génération Z et ces millennials qui aujourd'hui représentent la population dominante. On le voit aux États-Unis, l'endettement pour financer des études qui permettent de rentrer sur le marché du travail, d'un travail finalement que cette génération ne veut plus. Donc un endettement pour finalement à la sortie ne pas être en accord avec ce qui leur est proposé. Des enjeux de santé mentale très importants et on voit un taux de dépression extrêmement élevé entre les 12 et 25 ans. Et puis un cercle d'amis très proches qui se restreint de plus en plus pour avoir des chiffres autour de la solitude qui sont très importants. Et puis bien sûr des pressions des réseaux sociaux. Alors c'est toujours pareil, c'est à la fois alimenté et en même temps décrié, puisqu'ils sont très utilisateurs et consommateurs de ces applications et ça donne lieu à un certain nombre de tendances et d'usages, que ce soit dans le travail ou de manière plus générale de consommation. Alors, cette génération Z et ce mouvement anti-travail, seulement 49% de la génération croient que le travail est central à leur identité, comparativement 62% des millennials. Donc on voit qu'il y a vraiment un changement, en tout cas une évolution qui s'opère d'une génération à une autre et en même temps on la considère étant assez proche. 77% des individus de la génération Z qui travaillent à distance, sont prêts à changer d'emploi si on leur demande de revenir au bureau. Donc ça pose effectivement un certain nombre de questions pour les employeurs. Si vous suivez un petit peu TikTok, il y a un certain nombre de tendances qui émergent, le anti-work shift, le bed rotting, le lazy girl jobs, le quiet quitting. Enfin, voilà, vous avez tout un panel de tendances. Et puis effectivement, à la fois c'est toujours la même chose, la complexité, le paradoxe, à la fois dénoncer finalement les codes du travail et en même temps les esthétiser à leur maximum. Encore une fois, une génération aussi qui s'oppose, qui est contradictoire, avec le phénomène du loud staying. Et donc là, on voit justement ces millennials, cette génération Z qui arrive au travail et qui, là, par exemple, filme son premier jour chez L'Oréal fièrement, ou encore expose son arrivée au travail à 5h du matin, la routine, et vraiment valorise finalement son épanouissement. Donc on voit vraiment cette opposition. Réinventer le travail, c'est aussi une problématique qui effectivement est en Chine avec 21% de taux de chômage. Le gouvernement a d'ailleurs arrêté de publier les chiffres parce qu'ils étaient de plus en plus importants. Et cette volonté, donc cette tendance qui est let it rot, quitte à ce qu'il y ait du chômage, autant finalement y aller les deux pieds dedans et puis s'y inscrire, puisqu'en fait, on voit un certain nombre de démissions qui sont célébrées dans des restaurants, sur les réseaux sociaux, à travers des affiches, avec une volonté vraiment de sortir de ce modèle 996 qui est commencer à 9h, finir à 9h, 6 jours sur 7. Donc voilà, encore une fois aussi en Chine, une génération qui va à l'opposition des générations précédentes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et finalement, qu'est-ce que ça vient bousculer à différents niveaux. Au niveau individuel, c'est vraiment la reprise et la possession du temps dans sa vie. Au niveau de la société, c'est l'équation de la réussite et finalement, qu'est-ce qu'on considère comme étant la réussite. Au niveau de l'entreprise, on va parler de mission et donc il y a des engagements très forts qui sont attendus par les collaborateurs sur la mission de l'entreprise. Et puis sur les enjeux de management, finalement, comment est-ce qu'on redéfinit ce pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on manage? Comment est-ce qu'on développe? Comment est-ce qu'on accompagne les collaborateurs? Le temps, c'est de l'argent. Je pense que ça n'a jamais été aussi valable et ça va dans les deux sens, pour le coup. En 2008, on regarde 38% des personnes interrogées étaient prêtes à gagner plus d'argent et à avoir du coup moins de temps, alors qu'en 2022, la tendance est vraiment inversée.
On préfère avoir plus de temps, quitte à gagner effectivement moins d'argent pour rééquilibrer cette vie professionnelle et personnelle. L'hyperpolarisation entre les pros et les anti du télétravail. Effectivement, même Zoom oblige ses salariés à revenir au bureau et on voit la dévaluation assez forte des acteurs de la visioconférence qui avait explosé ces 3 dernières années. Et donc, un certain nombre d'initiatives sont mises en place par les entreprises. Seulement 41% des collaborateurs français interrogés pensent que leur entreprise est un endroit où il fait bon travailler. Posez-vous la question si vous faites partie de ces 41% ou pas, ou si en tout cas vos collaborateurs en font partie. Donc il y a un certain nombre d'initiatives, des programmes de networking, de mentoring qui ont vraiment pour vocation de refédérer et recréer du lien. La reconnexion à la nature aussi qui est beaucoup demandée. Donc on voit dans les nouveaux locaux beaucoup de jardins, de plantes vertes, de terrasses pour vraiment favoriser cette reconnexion. Des avantages écologiques qu'on retrouve et qui sont de plus en plus demandés, des véhicules ou des vélos électriques qui permettent vraiment de s'inscrire dans une politique de compensation carbone. Et certaines entreprises vont même jusqu'à dédommager totalement ou partiellement le déplacement entre le lieu de vie et le lieu de travail. Alors, on a fait intervenir Welcome to the Jungle en juin dernier sur un de nos événements. Welcome to the Jungle qui a témoigné de 4 ans d'implémentation de la semaine de 4 jours. Un retour très positif pour être tout à fait honnête. 93% des employés estiment qu'ils ont un bon équilibre professionnel et personnel. 76% en font maintenant un critère dans le cadre de leur recherche d'un nouvel emploi. 95% estiment qu'ils sont plus efficaces et productifs. Je vous invite fortement à voir la vidéo de son intervention. Alors bien sûr, une fois qu'on a parlé de tout ça, on va bien sûr parler d'intelligence artificielle qui est un tsunami pour le business et on l'a déjà vu, une intelligence artificielle qui est partout, dans tous les métiers, à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit dans la relation client, dans les RH, dans la finance, dans la logistique. Effectivement, ça ne fait que s'accélérer. Et si on regarde le marché de l'IA générative, je trouve qu'il y a 2 chiffres qui sont intéressants. D'ici à 2025, 30% des messages marketing des grandes entreprises seront générés synthétiquement, contre moins de 2% en 2022. Je pense que ça ira plus vite et de manière plus importante. Et ça, c'est assez représentatif. D'ici 2030, un film à grand succès sortira avec 90% de films générés par l'IA, donc du texte ou vidéo, contre 0% en 2022. On comprend effectivement la grève des scénaristes de ces derniers mois quand on voit aujourd'hui la projection qui est faite sur l'utilisation de ces technologies. Alors bien sûr, tout ça, l'IA générative en particulier, mais plus globalement l'IA, les entreprises qui vont vraiment pouvoir utiliser et exploiter à leur maximum ces technologies, c'est celles qui ont fait un travail de fond depuis plusieurs années sur la data, sur la récolte, la structuration, le nettoyage, la hiérarchisation, à tous les niveaux de l'entreprise et à tous les métiers, sur la formation aussi. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, les salariés s'emparent plus vite de l'IA générative que la DSI généralement. Et si on regarde un chiffre, 68% des Français qui utilisent les IA génératives dans l'entreprise ne le disent pas à leur supérieur hiérarchique. Donc ça pose un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'on intègre ces outils? Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'on les encadre? Comment est-ce qu'on forme les collaborateurs? Comment est-ce que potentiellement on change des process, l'organisation, la manière de produire? Donc voilà, vraiment à avoir en tête, les salariés, eux, l'utilisent. Quand on parle d'IA générative, et Emmanuel et Kirtigan en reviendront sur le détail de ces outils-là, effectivement, c'est pour de la création de contenu texte, pour de l'image, du son, de la vidéo, mais aussi du code, pour ne citer qu'une partie un peu plus technique. Et donc là, on voit vraiment que c'est finalement la démocratisation de la création de ces contenus. Et puis, on abat un petit peu les frontières de la technicité qu'il y avait jusqu'à présent pour pouvoir vraiment rendre accessible la production de ces contenus-là finalement à n'importe qui, ou en tout cas sans avoir de compétences en particulier. Alors bien sûr, les risques et limitations, plusieurs barrières à surmonter. Je pense que vous êtes confrontés à ça dans vos entreprises au quotidien, que ce soit sur les deepfakes, que ce soit sur les questions de droit d'auteur, sur le plagiat, la confidentialité des données, sur des enjeux éthiques, bien sûr sur des enjeux de souveraineté et de compétitivité, sur les enjeux de régulation. Il y a encore un flou assez important sur lequel la France, mais au niveau européen, un certain nombre de choses sont en train d'être mises en place. Alors en conclusion de tout ça, et puis peut-être pour reboucler sur ce monde vraiment paradoxal dans lequel on vit, je trouvais cette slide intéressante parce que
L'enjeu, finalement, c'est de réaligner les priorités du consommateur, qui sont a priori votre priorité, et les enjeux de l'entreprise. Et en fait, si on regarde, donc ça c'est une étude Accenture, il y a vraiment un décalage entre les enjeux, la priorité des consommateurs et la priorité des entreprises. Et donc, vous, votre sujet, c'est comment vous identifiez ces priorités-là et comment vous les adaptez, vous les ajustez quasiment en continu, puisqu'on l'a vu, ce consommateur, il est contraint au quotidien par un certain nombre de facteurs externes. Et puis, si on reboucle avec l'IA générative, qui certes, une vague qui va changer le monde du travail, je pense qu'on en a tous conscience, à la fois certes en détruisant un certain nombre de travail par l'industrialisation, en tout cas de la production de contenu, mais aussi va en créer, c'est toujours un petit peu le pendant, et c'est ça aussi qu'il faut regarder, quel type de nouveaux emplois ça va créer, quel type de nouvelles compétences ça va créer sur des jobs existants. Et on peut peut-être se demander aussi, on l'a vu, il y a un désenchantement croissant du travail de la part de cette génération. Est-ce que finalement, l'IA générative, ça ne va pas être aussi un moyen de redynamiser finalement ce marché du travail, de redéfinir un certain nombre de règles, de compétences, d'évolution dans l'entreprise, de postes, et donc peut-être aussi appréhender cette IA générative, non pas d'un point de vue technique ou d'un point de vue de productivité, mais aussi de se dire, OK, qu'est-ce que ça peut apporter de plus à mon organisation, à mon équipe, pour faire en sorte effectivement de répondre à ces enjeux, ces besoins de changement ou en tout cas de rupture. N'hésitez pas, effectivement, puisque les équipes d'Emmanuel vous accompagnent sur ces sujets de formation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a fait beaucoup de keynotes sur ces sujets. À venir vers nous et à poser vos questions. En dehors de la formation du Hub, je pense que le sujet de la formation de manière globale est absolument stratégique sur ces sujets-là, qui a un besoin d'accompagnement très fort, qu'il faut pouvoir adresser. Et pas effectivement mettre la poussière sous le tapis, mais vraiment prendre vraiment de front ces sujets et se dire ok, qu'est-ce que ça remet en cause dans mon secteur, dans mon activité, dans mon métier, et l'intégrer. Je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à Barbara, qui va être votre MC pendant ces 2 jours et qui va vous accompagner tout au long des thématiques. Merci Barbara. Merci Perle.